Chers compatriotes, et d'être venus si nombreux à ce café littéraire un peu spécial, parce que c'est un café littéraire qui présente deux ouvrages politiques majeurs, qui sont donc Le Cri du silence, puis comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Donc je suis M. Mawawa Mawakese, le responsable de Paris Éditeur. Et à ma droite, vous avez M. Amédée Ganga, Maître Amédée Ganga, qui a préfacé donc les deux ouvrages dont il est question aujourd'hui. Et à mon extrême droite, M. Achille Kissita, l'auteur de Comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Alors M. Nani Telamio, qui est l'auteur de l'ouvrage Le Cri du silence, a été empêché. En revanche, comme le préfacier avec lequel il a travaillé est là, donc il pourra assurer la relève. Alors comment va se dérouler notre café littéraire? Donc la chance que nous avons justement, c'est d'avoir Maître Amédée Ganga, qui est donc le préfacier des deux ouvrages. Je vous représente les deux ouvrages qui sont ici. Ce sont ces deux ouvrages. Donc il a préfacé d'abord celui de Kissita et ensuite celui de Nani Telamio. C'est un peu ça l'avantage. Donc ce sont des ouvrages politiques qui se complètent, mais je ne leur passerai pas le mot sans présenter un ouvrage politique majeur aussi, qu'on a édité aux éditions Paris, qui est celui du patriarche Aimé Matika. Donc on n'avait pas présenté un café littéraire, c'est les origines du mal congolais. Parce que finalement, le café littéraire d'aujourd'hui se termine en fait, pointe du doigt ce mal congolais qui est exprimé par le cri du silence, avec toutes, si vous voulez, toutes les preuves qui sont portées là-dedans, puisqu'il y a des photographies, il y a des témoignages. Toutes les personnes qui sont évoquées dans cet ouvrage sont en vie, donc ces personnes-là peuvent témoigner de ce qui est dans ces ouvrages. Donc pour l'instant, je ne vais pas rentrer à l'intérieur des ouvrages. Alors, comme il est de coutume quand même, nous abordons un domaine politique qui est assez difficile pour notre pays, qui est assez dur, qui est pavé de pas mal de tristesse. Je pense qu'il ne fût-ce que même pour le vieux Matika qui nous avait confié donc son testament, nous allons demander une petite minute de silence avant que je ne passe la parole à les interlocuteurs ici présents. Merci. On continue. Bien, alors, donc, en première phase, c'est notre préfacier qui est honoré, qui est donc ici l'avocat Maître Amédée Ganga. Comme il a préfacé les deux ouvrages, donc nous allons lui donner la parole en premier pour qu'il les présente, pour qu'il présente aussi le contexte qui a fait qu'il soit lui le préfacier. Et puis par la suite, nous allons avoir le doyen Kissita Achille, qui va aussi lui présenter son ouvrage, Comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Et moi, pour ma part, pour suppléer un peu à l'absence de M. Nani Telamio, je vais présenter Le Cri du silence. Et puis après, on vous passera la parole pour qu'on puisse échanger autour de ces deux ouvrages et autour de ce que ceux-ci représentent. Donc maintenant, la parole est donnée à Maître Amédée Ganga pour qu'il présente le contexte de ces deux ouvrages. Merci beaucoup. Bonsoir à l'assistance. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve en face de ces deux doyens, M. Mawawa Kesse et le doyen Kissita, lesquels m'ont fait l'honneur
surtout s'agissant de M. Kissita, qui m'a fait l'honneur de préfacer son livre, qui est un livre très dense et qui contient des informations capitales pour lesquelles je demanderais et je souhaiterais que chacun de nous puisse éventuellement s'en abreuver, parce qu'il y a là des informations très très importantes, tant du point de vue de la philosophie que de la politique, mais que du point de vue aussi juridique. Ce qui m'amènerait, si j'avais à m'adresser à mes collègues de la fac, c'est que ce serait bien vraiment que ce livre soit à l'étude dans nos universités. Plaisir aussi de préfacer un livre qui malheureusement, là, il s'agit quand même d'un livre qui plutôt porte des traces d'une tristesse. Et curieusement, ces deux livres que j'ai préfacés à des moments distincts se rejoignent comme si c'était un continuum entre d'un côté les aspects, j'allais dire, normatifs et théoriques et les aspects illustratifs du cri du silence. De sorte que, pourtant c'est écrit par deux personnes tout à fait différentes et certainement qui ont évolué dans des circonstances tout à fait différentes aussi, mais qui, curieusement, nous donne à constater une forme de constance dans ce qui se passe dans ce pays qui est le Congo. Alors, le premier livre que j'ai préfacé, j'ai été appelé par mon aîné Kissita, qui me dit « Cher cadet, je suis en train d'écrire un livre sur comment comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville de 1958 à 2020. Est-ce que vous pourriez éventuellement préfacer ce livre ?» C'est effectivement avec plaisir que je me suis permis à cet exercice, parce que je pensais et je pense d'ailleurs, et je confirme que mon cher aîné Kissita a de la sympathie et de l'estime pour ma petite personne, puisqu'il voyait bien que dans son livre, au-delà du politique, il y avait quand même, et il y a d'ailleurs dedans, de la norme qui permet véritablement d'étudier cette question du vivre ensemble, mais à travers finalement l'éruption. L'éruption après la colonisation, des indépendances entre d'un côté la République et l'État. Et dans cet ouvrage, M. Kissita fait cette distinction entre d'un côté finalement la République, qu'il considère comme ayant été proclamée selon une certaine norme, et l'État qui est plutôt une institution qui se veut être politique. Et étant politique, malheureusement, il aurait pensé que cet organe, cette institution, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, l'État est institutionnalisé. Donc il arrive à faire cette distinction que très peu de juristes d'ailleurs font, c'est que la République est proclamée alors que l'État est institutionnalisé. Et il donne un élément de référence quand même assez important qui finalement devrait nous amener à nous poser la question de la constitution historiquement première. Il parle d'une délibération numéro 112-58 que très peu de juristes et très peu de Congolais certainement connaissent avant d'arriver simplement à la loi cadre et la loi des fers que tout le monde à peu près, tous les anciens historiquement connaissent. Et donc, à partir de cette délibération qui conduit à la loi des fers, l'auteur arrive à poser une problématique. Cette problématique, c'est celle du vivre ensemble, mais comment vivre ensemble? À travers quel instrument? Finalement, il arrive à la conclusion que le vivre ensemble n'a pas été quelque chose de véritablement souhaité par l'ensemble des communautés, quand bien même il démontre que toutes les communautés, au moment de la construction de cette république, toutes les communautés étaient représentées par des représentants. Vous savez, par exemple, au nord, vous avez Opango,
vous avez Youlou, vous avez Ngoura, vous avez... Donc, alors, comment est-on arrivé à créer un État qui devait être l'espace et l'expression d'un intérêt général à travers cette multitude de communautés? Et M. Kissita arrive à finalement constater que depuis 1958, et que finalement, les crises qui vont arriver, puisque c'est cela, les crises découlent même du non-respect de la délibération numéro 112 plutôt, tiré 58, et ensuite la constitution de 58 qui n'est que, en réalité, celui qui va accoucher de notre constitution et de notre État plutôt, et de notre République. Et pour lui, le mal est originel par rapport à cela. Parce que finalement, l'État ne sera plus l'instrument de l'expression de l'intérêt général, mais il sera finalement le lieu des conflits du pouvoir. Donc l'État devient un instrument de pouvoir, il n'est plus un instrument au service des communautés. Et ça, c'est très remarquable dans tout le long de cet ouvrage. Il arrive à démontrer cela et nous arrivons finalement, lorsque toutes ces crises qui se succèdent, bon, d'autres, il les considèrent comme étant des crises historiques, mais il m'appartient ici quand même de dire que certaines crises en réalité ne sont pas des crises historiques, mais sont des crises créées. Parce que, et c'est cela, par exemple, le cri du silence pourra démontrer, pourra illustrer par rapport à cela. Et donc, le livre de M. Kissita nous conduit à un niveau, j'allais dire, de compréhension et d'écriture qui est très élevé, parce que l'auteur est en même temps philosophe et sociologue. Du coup, il a un langage soutenu, mais qui mérite quand même d'être véritablement côtoyé et vraiment déchiffrer les codes qu'il a utilisés pour arriver à un travail de recherche presque accompli. Et donc, je pourrais dire, pour ce qui est de cet ouvrage, que l'état actuel est un état non normatif. Pour être un état au service des crises successives, dont on n'a pas pu, même en ayant eu recours à la conférence nationale, qu'on n'a pas pu endiguer. C'est-à-dire faire en sorte que la violence ne soit pas au cœur de cet état, mais que la norme l'emporte sur cette violence. Et donc, en résumé, M. Kissita arrive à conclure que finalement, il faut d'autres perspectives pour arriver à créer un autre mode de vivre ensemble, mais là, évidemment, les perspectives sont ouvertes. M. Kissita ne s'embarrasse pas de penser qu'on pourrait aller vers le fédéralisme. C'est une voie. Mais en tout cas, ce qui compte, au regard de tous les éléments qu'il a eu à donner, qu'il a fournis, c'est que véritablement, la crise au sein de cet État, qui n'en est pas un, malheureusement, devient le socle et le creuset du pouvoir, alors que dès le départ, il ne devait pas être le creuset du pouvoir, il devient le lieu, malheureusement, des combats politiques pour la prise de pouvoir, et non pas pour le service au peuple, ou du moins de l'intérêt général. Voilà ce qui jalonne un peu ce livre de comprendre l'histoire politique, alors que ce livre, je le dirais, et avec vraiment beaucoup de sincérité, je le recommande à tous les cadres, tous les intellectuels, les juristes, philosophes, parce qu'il regorge, c'est une mine d'informations. C'est vraiment une mine d'informations que très peu ont parfois entre leurs mains. Et donc, je crois que c'est un outil qui va servir pour les besoins, pour l'avenir qui est très proche. Parce que la question de l'État va se poser de plus en plus, qu'on le veuille ou non, et même la question de la République. Et donc, je pense que nous trouverons là, dans ce livre, des outils nécessaires et des instruments nécessaires pour pouvoir aborder cet avenir qui est, pour l'instant, véritablement quelque peu sujet à caution. Mais pour en venir au cri du silence, qui est finalement le continuum, sans pour autant que les ait voulu,
c'est que le cri du silence est une des crises, ou en tout cas fait partie des crises dont fait état M. Kissita dans son livre « Comprendre l'histoire politique ». Le cri du silence lui-même, déjà de par sa formulation, pose quand même quelques problèmes. Généralement, quand on crie, le son doit sortir pour savoir qu'il y a un cri. Sinon, comment peut-on être amené à sauver quelqu'un qui serait en difficulté si jamais il ne crie pas? Mais en même temps, on nous dit que c'est le cri du silence. Donc, une métaphore qui permet de dire la force et l'impact de ce qui est raconté dans ce livre, qui est un cheminement du rendez-vous entre la vie et la mort. Dans ce livre, vous avez M. Minamona Nanite Lamio, c'est que tout est contradictoire en lui. D'abord, il vous parle d'un cri du silence. Logiquement, vous ne devez pas l'entendre, ce cri du silence. Mais ensuite, il s'appelle Minamona. Mais Minamona, c'est ce qu'on a vu. Mais ce qu'on a vu, logiquement, c'est ce qu'on peut dire à quelques témoins ou à quelques personnes ou quelques tierces personnes, puisqu'on veut raconter. Mais en même temps, il vous dit que ce cri-là, il a vu, mais c'est un cri du silence, donc il ne peut pas le dire. Alors arrive l'autre mot, l'autre nom, Nanite Lamio. Bon, il a vu, mais il n'a personne à qui il faut le dire. Donc vous voyez, il y a le cri du silence, mais tout en ayant vu quelque chose, je n'ai personne à qui le dire. Donc en réalité, c'est le silence. Passé, il n'y a rien à voir, ici on tue. Il n'y a rien à voir, ici on tue. Voilà un peu le résumé de ce livre qui raconte les massacres planifiés des civils de 98 à janvier 99. Il n'est pas allé au-delà parce que l'auteur devrait voyager et donc il s'est arrêté à janvier 99. Mais nous savons tous que c'est la période la plus dramatique. La période la plus dramatique où... Alors je me pose la question, est-ce que c'est des Congolais qui sont partis tuer d'autres Congolais? Auquel cas, il faudrait se poser la signification même de ce qu'être Congolais. Parce que imaginez qu'on vous dise, des Français sont partis tuer d'autres Français. Je ne sais pas si c'est raisonnable. Est-ce qu'on peut le dire? Mais alors, dans notre pays, dans nos pays, comment peut-on, et vous voyez que ça rejoint le livre de M. Kissita, la République est proclamée. Donc nous disposons tous d'une certaine nationalité. Donc des Congolais. Mais si vous êtes des Congolais, est-ce que des Congolais peuvent aller tuer d'autres Congolais? Or, dans le cas d'espèce, c'est une opposition entre des groupes de gens du même territoire qui vont donner la mort à d'autres du même territoire. La seule différence, ce sont les régions. Mais alors, est-ce que c'est des Congolais qui sont tués ou finalement c'est l'ethnie qui tue une autre ethnie? Parce qu'en ce moment-là, la notion de guerre qui est parfois utilisée peut peut-être se justifier. Ça serait une guerre interethnique. Et là, ça peut se justifier. Donc, du coup, quand ils vont tuer, ils ne vont pas tuer des Congolais, mais ils vont tuer les membres d'autres ethnies. Mais alors, quelle est la place de la République? Quelle est la place de l'État? Mais mieux encore, comment peut-on utiliser l'État comme étant un instrument? Parce que c'est cela. La question va plus loin. Ces crimes sont-ils commis au nom de l'État ou ils sont commis au nom
de la tribu. Et personne pour leur porter secours. Mais pourtant, ça parle une langue compréhensible pour tout le monde. Bino, il faut boma bino. Mais bino qui? Donc, vous voyez que la crise de l'État trouve sa réponse dans le cri du silence, de sorte que le livre Le cri du silence se lit assez aisément. Parce qu'il s'agit finalement d'un livre agenda qui s'écrit au jour le jour, qui indique la journée d'aujourd'hui, comment ça s'est passé. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque vous apprenez qu'on vient de tuer 3, 4, 5 personnes, lâchement, le même jour, vous apprenez que il y a une femme ou des femmes sont en train d'enfanter des enfants. Donc une forme de ruse de la vie, qui ruse aussi bien la mort avec la vie, au même endroit. Comme si finalement, la vie qui s'éteignait se rallumait en même temps. De sorte que les bourreaux ne pensaient pas finalement accomplir leurs actes macabres. Parce que finalement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais faisons la démographie, vous verrez que rien n'a changé. Voilà. Et ces gens-là sont assassinés pourquoi? Pour ce qu'ils sont. Et non pour ce qu'ils ont fait. Mais dans un même pays. D'où aujourd'hui, je vous invite encore. Parce que j'ai vécu ces événements-là. Et un peu plus parce que nous avons eu peut-être la chance de survivre à ces événements. Lorsque je vous parle du refus de crime et de l'injustice, ce n'est pas un vain mot. Nous ne devons pas accepter que quelque individu, quel qu'il soit, puisse s'autoriser à donner la mort aux autres. Simplement parce qu'ils sont, parce qu'eux, ils souhaiteraient qu'ils soient. Et que l'on arrive aussi à nier ces actes-là. Donc à tuer 2 fois. Simplement parce que la haine est si insurmontable au point d'aller jusqu'à exterminer des peuples qui n'ont rien fait, qui ne demandent à vivre dans un état normé. Et on se prive de cet état normé pour que les uns et les autres aient à commettre des actes macabres. Et ensuite, malheureusement, ils manquent de courage et deviennent des fugitifs vers le pouvoir afin que ceux-ci soient disculpés ou échappent à la justice. Et je peux vous dire que les jours à venir, avec Convergence 92, vous m'en excuserez, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus accepter cela. Il faut que les auteurs de ces actes-là, tels que c'est décrit dans le cri du silence, ils doivent répondre de ces actes. Et le peuple congolais doit, dans sa totalité, lire ce livre pour comprendre comment est-il possible que des êtres humains doués de sens puissent se livrer à cela, au point d'arriver au génocide, crime le plus grave. Voilà, mes chers collègues, ce que j'avais à dire sur ces 2 livres
qui finalement, l'un est l'illustration de l'autre. Parce que les deux finalement posent la question, comment allons-nous vivre ensemble? Est-ce que le vivre ensemble est possible? Voilà ce que j'avais à dire pour ces deux bouquins. Je redonne la parole à M. Mawawa Kessé qui m'a fait le plaisir de venir parler de ces deux livres que j'ai préfacés. Je remercie mon doyen Kissita pour m'avoir permis de préfacer ce livre et d'exposer ça devant vous. Je vous remercie. Eh bien, merci infiniment pour, je dirais, cette plaidoirie par rapport à ces deux ouvrages. Donc, je ne tarderai pas à donner la parole à M. Achille Kissita pour qu'il nous présente finalement lui-même l'auteur, le contenu de son ouvrage, Comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Merci. À vous la parole. J'ai préféré préparer une communication pour présenter ce texte, Comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Au lieu de 1958, j'aurais dû mettre 1956 à 2020. 1956 parce que c'est en juin, la loi du 23 juin 1956, dite loi de fer, loi cadre, loi de fer, avait pour objet de définir la personnalité politique des territoires de l'AEF, de l'AOF et de Madagascar. L'AEF, l'Afrique équatoriale française, l'AOF, l'Afrique occidentale française et Madagascar. C'est le moment clé à partir duquel, on peut le dire, la question du politique va prendre corps dans ces territoires. Donc, penser la raison politique de l'État africain postcolonial, un État comme le Congo-Brazzaville, est l'objet de cette publication qui a pour titre donc Comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Il faut partir de ce titre singulier qui lui-même part aussi d'une affirmation pour réaliser le projet qui se donne sens dans ce travail de lecture de l'histoire politique du Congo. Lecture et interprétation dans la mesure où ce qui se donne ici comme une analyse de ce contexte historique se présente en même temps comme une analyse de la question politique. Une question politique qui, dans cette expérience prise comme temporalité, interroge justement la question politique à partir de l'exploration de la raison politique de la création de l'État postcolonial. Cette raison, on peut la résumer sous ce besoin du vivre ensemble. Pourquoi parler du vivre ensemble? Nous partons de la délibération 112-58, adoptée le 28 novembre 1958 à 11h30 à Pointe-Noire. Les éléments sont précis et nécessaires. Ils doivent être rappelés. L'heure est très importante à rappeler. Le jour est très important également à rappeler. Parce que après 11h30, après donc le consensus, après 11h30, à partir de 14h, ce jour-là, va se poser un problème. Puisque des conseillers territoriaux qui sont devenus des députés, parce que l'Assemblée territoriale s'est transformée en Assemblée législative du Congo, de la République du Congo. Donc, le
processus juridique a mené au processus politique. Parce que de la proclamation de la République, on va passer à l'institutionnalisation de l'État et à l'installation des pouvoirs politiques dans ce pays, qui est devenu la République du Congo, à 11h30. Pourquoi donc ce titre comprendre l'histoire politique du Congo-Brazzaville? Ce titre est important parce qu'il signifie, c'est-à-dire qu'il donne sens à partir de la lecture qui en est faite à cette histoire politique du Congo-Brazzaville. Et j'avais personnellement souhaité et demandé à Maître Amédée Nganga de préfacer ce livre parce que c'est un juriste, avocat et enseignant. En dehors du livre Les constitutions congolaises d'Alexis Ngabou, je n'ai pas trouvé dans l'historiographie congolaise, notamment du point de vue du droit constitutionnel, de la pensée politique, je n'ai pas trouvé d'instrument qui pouvait éclairer tous ces moments qui se sont passés de 1956 à 1958. Et de 1958, de novembre 1958 à février 1959, qui sont des dates clés dans l'histoire politique du Congo-Brazzaville. Or, c'est dans cette expérience que je sollicitais Maître Amédée Nganga, ici présent. Je voulais confronter les idées que j'expose dans ce livre à la réalité. Maître Nganga a été confronté à cette expérience politique. Il a été l'avocat d'un homme politique, enfin, d'un militaire devenu homme politique à Brazzaville. Je pense qu'il en connaît quelque chose. Mais comment réaliser une telle confrontation? C'est en partant de ce contexte de crise ouverte depuis des décennies au Congo-Brazzaville que j'ai voulu comprendre ce qui devait assurer la possibilité de répondre aux enjeux de cette création politique, l'État congolais, en ouvrant la communauté politique créée en 1958 à sa réalisation effective, c'est-à-dire à partir de sa mise en sens politique. Et dans cette perspective de création, il s'agit de comprendre que pour être une invention politique, le politique n'advient que dans l'arrachement du citoyen à l'individu, dans le dépassement des particularités jusqu'à l'expression d'une volonté collective qui seule donne corps à la société et permet que s'épanouisse la civilité dans une citoyenneté politique assumée. Mais il y a un point que nous, Africains des anciennes colonies françaises, ne mettons jamais en avant pour comprendre ce moment-là. En 1958, la Guinée va être ostracisée pour avoir refusé l'adoption de la Constitution de la 5e République française. Lorsque la République est proclamée le 28 novembre 1958, nous sommes dans le cadre des institutions de la communauté. Titre 12 de la Constitution de 58, article 77, je pense. Ouais. Article 77. Dans la communauté, il y a une seule nationalité. Donc, nous venons de proclamer une république. Nous sommes censés être un État, puisque l'État a été institutionnalisé.
mais nous sommes de nationalité française. Et ça, j'aimerais bien que les constitutionnalistes me guident dans la compréhension de tous ces moments politiques-là, de tous ces aspects politiques, de toutes ces dimensions. Parce que finalement, et le problème se posera en février 59, lorsque les événements de février 59 commencent par l'assassinat d'une dame qui était enceinte, les populations du Sud, notamment de ce qui s'appelait le Poul-Djoué à l'époque, vont voir le Premier ministre, qui n'est pas encore président de la République, Fulbert Yulu. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Comment veux-tu laisser qu'on nous assassine? Lui, il dit, mais moi je suis chef d'État. Je ne peux pas vous demander d'aller tuer d'autres Congolais. C'est pas mon rôle à moi en tant que Premier ministre du pays de l'État congolais, en tant que chef d'État, est de garantir la sécurité de tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc je ne peux pas vous laisser aller tuer d'autres Congolais. Ça, c'est ce que donc Fulbert Yulu dit à ceux qui sont allés le voir. Il faut donc comprendre le sens de cette évolution, parce que la première loi sur la nationalité sera adoptée en 1961. La première loi sur la nationalité congolaise. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, la loi sur la nationalité congolaise sera adoptée en 1961. Pour revenir au texte, je dirais que cette confrontation des idées que j'expose donc dans ce livre à la réalité politique que j'expose, qui s'expose comme histoire politique du Congo, m'a donné de réaliser que 6 décennies après la nationalisation de l'État au Congo-Brazzaville, nous sommes toujours les contemporains du moment de cette création politique. Un moment qui portait les germes qui ont constitué les fondements de la crise politique de ce pays. Parce que les questions alors posées restent ouvertes jusqu'à présent. Et je peux affirmer de ce fait que malgré ce moment des années 60, perçu comme un moment d'émancipation politique, l'Afrique n'a pas réussi à assumer les enjeux de la création de l'État post-colonial. Il n'y a pas eu une lecture critique de la raison politique de la création de l'État et des termes des enjeux de société qui émergeaient alors de ce contexte qui, de la création institutionnelle, devait être celui de l'invention politique. Je fais la différence entre création politique et invention politique. La création politique, c'est la proclamation de la République, l'institutionnalisation de l'État. L'invention politique aurait été la possibilité d'affirmer pour ce pays un modèle politique approprié, répondant aux enjeux même du vivre ensemble de toutes les populations. Or, que dit la délibération 112-58? Je cite de mémoire. Nous, représentants des communautés, des populations du moyen Congo, c'est-à-dire que les conseillers territoriaux qui proclament la République ne la proclament pas pour les citoyens, mais pour les communautés.
du moyen Congo. Et soit dit en passant, c'est donc cette dimension qui permet de réaliser ce qui, d'une part, se présente comme ce que j'appelle le choc des enjeux entre le nouvel État et l'ancienne puissance coloniale, et au cœur de cette histoire politique qui s'ouvre alors cette crise qui alimente les limites du politique dans le nouvel État post-colonial. Et justement, il est question de penser la crise dans le contexte de cette création politique. Je parle du choc des enjeux. Choc des enjeux entre l'État post-colonial, comme le Congo, comme le Mali, comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, et l'ancienne puissance coloniale. On disait à l'époque l'ancienne métropole. Pourquoi choc des enjeux? Choc des enjeux parce que l'article 78 de la Constitution de la Ve République, titre 12 de la communauté, dit bien: dans la communauté à une seule nationalité, certes, article 77, mais le domaine de compétence de la communauté, c'est notamment les matières premières stratégiques, la monnaie, enfin, tous les éléments régaliens sont sous gestion de l'État, dit à ce moment-là de l'État français. Et il y a quelque chose qui m'a titillé il y a quelques années. Je découvre que ce titre 12 de la Constitution de la Ve République n'a été abrogé qu'en 1995, quand Chirac est arrivé au pouvoir. Alors que la Constitution, plutôt la communauté, les institutions de la communauté étaient censées avoir été... Leur sort avait été soldé, théoriquement, 3 ans après, puisque le président français restera président de la communauté que 3 ans, jusqu'en 1963. Après les indépendances proclamées de 1960. C'est à travers un ministère dédié qui est le ministère de la coopération, qui en France n'existe plus pratiquement. C'est le ministère de la coopération qui s'occupait exclusivement des questions qui concernaient les anciennes colonies françaises. Donc, ces anciennes colonies, la politique de ces anciennes colonies ne faisait pas partie de la politique extérieure de la France. Ça faisait partie des affaires internes. Et je parle du choc des enjeux parce que le premier président du Congo, Fulbert Yulu, va être confronté à ce problème. L'indépendance du Congo est proclamée le 15 août 1960. Dès janvier 1961, c'est-à-dire en réalité 5 mois plus tard, le président congolais demande à renégocier les accords de coopération signés avec la France le 15 août 1960. C'est-à-dire 5 minutes, qu'est-ce que je dis 5 mois. 5 mois tout juste. Et il va être confronté au choc des enjeux immédiatement. Parce qu'il a un projet majeur. La construction du barrage du Kwilu. Projet qui va être bloqué par la France. Les textes de référence sont légion à ce propos. Donc il y a un choc des enjeux. Parce que
la question du développement est posée par le gouvernement congolais, mais la question des moyens du développement et le contenu même de ce développement sont gérés par les institutions de la communauté. Si donc nous avons tout un problème, tout un pan de problèmes à analyser pour comprendre les enjeux même de l'indépendance, de la proclamation de la République, de la création ou de l'institutionnalisation de l'État, il y a toute une kyrielle de références qu'il faut réinterroger totalement pour entrer effectivement dans toutes ces problématiques-là. Le vieux Matsika qui a écrit les origines du mal, qui nous a laissé comme livre testament les origines du mal congolais, me disait un jour, lorsque j'ai reçu le carton pour la signature des accords avec Elf, j'ai pris la voiture sans chauffeur, je suis allé voir le président. Non, le président Massamba Diouf. Il m'a dit, j'ai demandé au président d'annuler la cérémonie et de revoir les accords. Et que s'il les signait tel quel, je n'apposerai pas comme ministre de tutelle ma signature, d'une part, et je démissionnerai immédiatement du gouvernement d'autre part. Vous pouvez te dire que vous chili kunchantoto que vous touchez les signer des mains. Traduction. C'est mieux que ça reste sous terre, que le pétrole reste sous terre, que plutôt de signer cet accord. D'accord. Évidemment, bon, les suites on les connaît. Pour terminer la présentation de ce livre, je dirais simplement que la question qui se pose à l'État congolais est une question, comme le maître Amédée l'a rappelé tout à l'heure, de normes. La délibération 112-58 fonde la norme à laquelle l'État devait se conformer. Parce que pour cette délibération, il s'agissait de garantir, et c'est ça, si on se posait la question, qu'est-ce que les Congolais attendent de l'État? Ils attendent une gouvernance capable d'assurer la sécurité des personnes et des biens et le vivre ensemble dans ce pays. C'est ça que les Congolais attendent. Enfin, je suppose que c'est ça que tout citoyen dans le monde, dans un pays, dans le monde, attend de l'État qui gère les enjeux même. Je dirais que c'est l'enjeu fondamental de toute création politique. S'il n'y a pas de sécurité des personnes et des biens, il ne peut pas y avoir traduction d'enjeux fondamentaux. Voilà ce que j'avais à dire sur ce livre. En fait, j'ai résumé un aspect, mais il y a plusieurs aspects en réalité qui concernent l'interprétation politique et intellectuelle de cette histoire politique du Congo-Brazzaville. Je vous remercie. Alors, pourquoi l'auteur l'a-t-il écrit? En fait,
Donc, l'auteur écrit cet ouvrage parce qu'il est témoin lui-même des événements qui ont eu lieu de décembre 98 à, on dirait, ces événements sont poursuivis jusqu'en 2005. Mais au moins lui, il a pu, si vous voulez, notifier tout ce qui se passait tous les jours de décembre 98 à janvier 1999. Donc il avait un journal de bord qu'il tenait, et c'est ce journal de bord qui a donné lieu à cet ouvrage. Maintenant, puisque l'auteur est venu en France, à partir de son journal de bord, il a essayé de pousser plus loin l'analyse pour savoir quelles étaient la cause en fait de ces événements de décembre 98. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'auteur nous montre que, en fait, décembre 98, ce n'est pas une guerre. La guerre qui a eu lieu au Congo-Brazzaville, c'est la guerre que nous connaissions du 5 juin 1997. Pourquoi la guerre du 5 juin 1997? Ben là, je reviendrai plus sur les origines. Il y avait bien deux armées bien identifiées qui se battaient. Il y avait donc l'armée du président Pascal Lissouba, et puis l'armée des Cobras, à l'époque, donc en 1997, qui était l'armée des rebelles Cobras, dirigée par le général Sassou Nguesso. Donc voilà la guerre du 5 juin 1997. Donc on ne reviendra pas sur les alliés, les alliances qui ont fait que cette guerre avait été gagnée par le général des Cobras, et puis le gouvernement vaincu de Pascal Lissouba s'était donc exilé. Donc dans cet exil du gouvernement vaincu, en même temps, les milices s'étaient pratiquement disloquées, c'est-à-dire qu'il ne restait plus de milices sur place. Et est venu donc le gouvernement flexible, en fait, le régime de Sassou Nguesso à partir d'octobre 1997. Alors, ce qui va se passer en décembre 1998, en fait, est préparé depuis pratiquement depuis octobre 1997. C'est-à-dire que le régime qui se met en place, son problème, c'est comment continuer la guerre. Mais comment continuer la guerre sans que nous ayons en face un belligérant? C'est un peu ça, la question qui se posait. Et l'auteur, en fait, montre bien que pour trouver, pour argumenter, pour légitimer au niveau de l'opinion internationale qu'une guerre va avoir lieu, il avait fallu une série d'événements, dont deux qui sont majeurs, ressusciter, donner l'illusion de l'existence encore d'une milice ninja qui était là, qui était dirigée par quelqu'un, et que, à cause de cette milice ninja, qui venait donc perturber la paix acquise par la guerre du 5 juin, il fallait donc organiser une opération punitive dans les régions sud du Congo. Mais il fallait le justifier par un acte poignant. Et pour le justifier justement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu faire, si vous voulez, les exécutions sommaires de Mindouli. Il a fallu les médiatiser et dire que ces exécutions sommaires avaient été opérées par les milices ninja qui étaient toujours dirigées par Kolela, qui était en exil, alors qu'en réalité, ces exécutions avaient été organisées par les Cobras. C'est ce que, en fait, l'auteur montre dans cet ouvrage, avec des témoignages à l'appui, notamment le témoignage du fameux père, un prêtre orthodoxe qui est là-dedans, qui avait vécu, qui avait été donc à Mindouli, qui avait vécu les événements, qui avait vécu les assassinats dans le presbytère de Mindouli. Et ça, c'est un témoignage vraiment capital. Et donc, quand ces exécutions ont lieu, celui qui était le ministre de l'Information de l'époque clame haut et fort à la communauté internationale que voilà, les miliciens ninja continuent à saboter la République, donc il va falloir que l'État puisse aller à la recherche de ces miliciens. Mais pour l'instant, ces miliciens ne sont pas identifiés. Donc il fallait fabriquer un leader. Et donc le leader sera trouvé au nom du
le pasteur Ntoumi qui sera fabriqué de toutes pièces, qui va être celui qui va diriger les milices Ninja Nsilulu. Mais vous avez vu vous-même, avec les procès qu'il y a eu à Brazzaville, que ceux qui gouvernent ont bien donné leur alliance, leurs acquaintances avec le pasteur Ntoumi, et ainsi de suite. Et donc voilà. Et ça, peu de gens le savaient en 98. Donc, les milices Nsilulu ne sont comme prétexte que le gouvernement de l'époque, que le gouvernement actuel en fait, puisqu'il est toujours là, ça fait un quart de siècle qu'il est là, s'était donné, si vous voulez, pour aller massacrer les civils. C'est pour ça que le livre porte le titre de Massacre planifié des civils. Parce qu'en face, il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait pas d'armée en face. Il n'y avait que l'armée nationale, avec ses mercenaires internationaux. Et c'est ça qui est le plus grave encore, c'est que après la guerre du 5 juin 1997, il ne reste pas d'armée, d'autres armées sur place. L'armée qui est là, c'est l'armée qui devrait être l'armée nationale, les forces armées congolaises. Et ces forces armées congolaises vont rentrer comme dans du beurre, c'est-à-dire que toute une armée qui va déferler vers les populations civiles. Et les populations civiles se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont vécu les événements, la surprise était totale. On ne revenait pas. Quand les gens disaient que, les gens disaient, oh, ils sont en train de rêver, ils ne peuvent pas le faire, qu'est-ce qu'il y a là-bas par contre? Mais quand on les a vus à l'œuvre, la surprise était totale, on ne croyait pas. Donc voilà un peu le cri du silence, massacre planifié des civils. Et donc je vais vous lire peut-être quelques morceaux choisis que l'auteur donne dans cet ouvrage. Ce qui est bien, c'est qu'il donne un habillage même international pour trouver les sources d'où viennent les massacres, ceux qui ont participé, ainsi de suite. Et le lieu qu'on peut appeler le lieu témoin, c'est l'ensemble de ces 50 photographies. Il y a des photographies qui témoignent vraiment du camp de concentration qu'a été le séminaire de Mamou, où les cobras, par exemple, je vais vous donner un exemple, où le corps de la femme congolaise devenait un théâtre de guerre. Imaginez, vous êtes au petit séminaire, vous êtes là réfugié avec votre épouse, les cobras viennent un soir, ils prennent votre épouse, ils vont avec, ils abusent avec, et vous la ramènent le lendemain. Et vous n'avez rien à dire. Donc il y a plusieurs vies qui ont été brisées au Congo-Brazzaville. C'est que les crimes sont d'une monstruosité inavouable, incroyable. C'est-à-dire que les gens se disent non, mais vous fabulez, mais on ne fabule pas puisque les réalités sont là. Donc un témoignage. Bon, déjà le premier témoignage, c'est celui de Cobra qu'on appelle Vital. Le Cobra Vital, lui-même il avait témoigné à Brazzaville. Je pense qu'il est là dans la préface. Alors donc, qu'est-ce qui se passe avec le Cobra Vital? D'après le témoignage du père Diafouka, donc le père Diafouka, lui, il avait assisté dans le précipitaire de Mindouli au crime, parce que lui, il était au moins caché quelque part. Parce que le but, c'était que les Cobras, quand ils arrivaient à Mindouli, ils tuaient tout le monde, et puis après, c'est ce qu'a fait le gouvernement, il avait proclamé haut et fort que les ninjas ont atteint les gens, mais le père Diafouka avait réussi à se réfugier, et depuis une cachette, il observait la scène, le théâtre de la mort. Et donc, le père Diafouka assiste à l'assassinat d'un jeune de notre génération qu'on appelle Manangou. Et le bourreau qui est en train de l'assassiner, ils se connaissent. Et la victime demande au bourreau, mais laisse-moi vivre. Il dit, toi aussi tu en fais un peu trop. Et il tire dessus comme ça, et la personne disparaît. Donc voilà un des témoignages. Alors le deuxième morceau choisi, c'est celui d'un rescapé, voilà, d'un autre rescapé. Voilà. Voilà. Dans l'une des salles de réunion, le père Diafouka tient une réunion de conclusion sur leur mission avec quelques habitants revenus à Mindouli pour la circonstance. La panique est totale. D'autant plus qu'un militaire en tenue fait éruption dans cette salle
informant le père Diafouka et les autres qu'ils sont attaqués. Les assaillants donnent les ordres de sortir en lingala, en lari et en français. En sortant de la salle et de la concession, plusieurs participants trouvent la mort. Parmi les membres de la délégation, le pasteur Lubele, le capitaine Tsingani de l'armée du salut, M. Manangou et un autre prêtre sont tués. À la fin de la fusillade, les assaillants parlant lingala disent que la mission est exécutée. Donc les assaillants parlant lingala disent que la mission est exécutée. Ainsi, les 2 véhicules repartent aussitôt sur Brazzaville le samedi même et les personnes qui les ont rencontrés en route les ont bien identifiés ainsi que leurs passagers. Voilà. Et à Brazzaville, au cours du journal de Radio France Internationale de 9h, on apprend le drame du Mindula avec la précision que l'information leur a été donnée par la présidence de la République du Congo qui accuse déjà l'ancien Premier ministre Bernard Kolela d'avoir commandité ces crimes pour faire obstacle au processus de paix. Donc ça c'est le mensonge qui est donné à l'opinion internationale. Donc il y a cet élément qu'il donne, et le deuxième élément qu'il donne aussi, c'est celui de la guerre de 97. Dans l'annexe 4, il parle de l'ONU et l'opération Mouebara. Alors, en 1997, il y avait une commission. Le président Bernard Kolela tenait ce qu'on appelle la médiation internationale, mais il y avait aussi une médiation de la société civile qui était tenue par des associations dont Mirassa avait la tête. Cette médiation se tenait à Bakongo, à côté de Chekolela. Et cette médiation avait beaucoup œuvré. On envoyait des textes à l'ONU, et l'ONU était prête à prendre une résolution qui faisait qu'on envoyait des troupes d'interposition au Congo-Brazzaville pour arrêter la guerre du 5 juin. Alors, on n'avait rien compris. Peu avant que cette résolution, elle était bien écrite, hein, on l'appelle la résolution 867 du 29 octobre 1987. Cette résolution ne verra jamais le jour parce que la puissance onusienne qu'est la France, qui était belligérante dans le conflit, n'avait pas accepté, avait mis son droit de veto. N'avait pas accepté cette résolution, d'où le fait que le président de la République française de l'époque, le président Jacques Chirac, avait demandé à l'armée angolaise de venir finir le boulot au Congo-Brazzaville. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a jamais eu de solution onusienne pour le Congo-Brazzaville depuis lors jusqu'à ce jour. Voilà. Et il ira d'ailleurs remercier le président angolais à Luanda, oui, pour son intervention au Congo. Bien sûr, oui, c'est ça. Donc, maintenant, l'opération Mouebara, il y a les organigrammes qui sont ici. Hein. Les textes sont là, parlent d'eux-mêmes dans cet ouvrage comme annexe, ainsi que l'organigramme des Cobras qui avaient mené la guerre de 97 et qui s'est mué en guerre de 80... pas guerre, qui s'est mué en massacre planifié des civils de 98. Donc, en conclusion, cet ouvrage nous apporte un élément important, c'est que il y avait eu une guerre au Congo-Brazzaville, c'est la guerre du 5 juin 1997, deux armées belligérantes vraiment se battaient. Ça, elles étaient bien identifiées. Mais par la suite, ce qui s'est passé en 1998, ce n'était pas une guerre. C'était juste des massacres planifiés par un gouvernement contre ces populations civiles. Et voilà, la conséquence, c'est que ce pays, justement, demeure jusqu'à ce jour dans un état d'ingouvernance caractérisé. Donc voilà un peu, cet ouvrage mérite d'être lu. Je n'en dirai pas plus, mais je pense qu'il y aura bien un jour où on aura l'occasion d'inviter l'auteur lui-même pour qu'il vienne le présenter ses motivations. Donc, à ceci dit, on ne va pas maintenir la parole très longtemps. Je pense qu'on va s'arrêter là pour que l'assistance ait aussi l'occasion de poser des questions pour qu'on puisse sortir de ce café littéraire tous enrichis les uns des autres. Je vous remercie infiniment.